14 jours. Un ultimatum tombe, sec, compté, comme si la dignité se mesurait au calendrier. Ce chiffre promet la stabilité, mais il exige surtout un silence docile. Et c'est là que la tension devient politique autant que morale. Que vaut une paix qui s'achète au prix d'une voix et pourquoi Ibrahim Traoré choisit-il la lucidité plutôt que la provocation face à cette échéance glacée? Si ce délai plie un peuple, la peur redevient loi. S'il tient, le signal déborde le Burkina Faso. L'idée de ce récit est simple et mesurée. Comprendre ce qui se joue réellement derrière un ultimatum présenté comme technique, mais vécu comme existentiel. En une dizaine de minutes, vous gagnez une clé de lecture claire sur la manière dont une décision diplomatique peut redéfinir le rapport entre pouvoir, souveraineté et opinion publique. L'enjeu dépasse largement un bras de fer institutionnel. Il touche à la capacité d'un État à parler sans intermédiaire, à nommer ses lignes rouges et à assumer le coût symbolique de cette parole. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est ni un héros figé ni un provocateur isolé, mais un point de convergence entre une pression extérieure ancienne et une attente intérieure longtemps contenue. Ce qui se joue n'est pas seulement une réponse à une organisation internationale, mais la crédibilité d'un choix politique face au temps, aux chiffres et aux réactions en chaîne qu'il déclenche. Comprendre ces mécanismes permet d'éviter deux pièges, la fascination émotionnelle et le rejet simpliste. Ici, il s'agit de mesurer, pas de célébrer ni de condamner. Un fait frappe d'emblée. En moins de 48 heures, le discours d'Ibrahim Traoré est traduit dans plus de 15 langues et partagé à une échelle inhabituelle pour un message émanant d'un État sahélien. Ce chiffre, plus que symbolique, signale que l'épisode dépasse immédiatement le cadre burkinabé pour devenir un repère continental. Et voici le glissement essentiel. L'ultimatum de 14 jours, conçu comme un outil de pression discret, agit en réalité comme un accélérateur de récit inversant le rapport entre menace et visibilité. Pour comprendre cette bascule, il faut replacer la scène dans un contexte plus large. Depuis des décennies, les relations entre institutions internationales et États africains reposent sur des mécanismes asymétriques, conditionnalité, sanctions sélectives, partenariats déséquilibrés. Le Burkina Faso, pays enclavé et dépendant de l'aide extérieure, était souvent décrit comme un acteur périphérique, soumis aux règles écrites ailleurs. Dans ce cadre, le délai imposé ne devait être qu'une formalité administrative, presque routinière. Or, la décision de rendre public l'ultimatum change la dynamique. En exposant le contenu brut du message, Ibrahim Traoré retire aux canaux diplomatiques leur opacité habituelle. Le débat sort des salles de réunion pour entrer dans l'espace public, où chaque heure écoulée devient une question collective. Cette transparence forcée fissure un récit ancien, celui d'une Afrique qui négocie en silence et s'ajuste sans répondre. À partir de là, le discours cesse d'être une simple déclaration d'État. Il devient un signal politique repris, commenté, parfois idéalisé, parfois critiqué, mais rarement ignoré. Ce déplacement du centre de gravité de la procédure vers le sens marque le véritable début de la séquence. Dans les rues de Ouagadougou, l'effet du discours ne se mesure pas d'abord en statistiques, mais en scènes ordinaires. Des microphones se tendent vers des visages anonymes, étudiants, commerçants, enseignants, qui s'approprient les mots entendus à la télévision nationale. Un jeune drapé de rouge et de vert parle d'un moment attendu toute une vie. Ce type de témoignage n'ajoute aucun fait nouveau, mais il révèle la vitesse à laquelle un message officiel devient un repère émotionnel partagé. Ces relais humains jouent un rôle central. Ils transforment une décision politique abstraite en expérience vécue.
Les phrases circulent dans les taxis, sont reprises dans les stades, murmurées dans les marchés. Chaque reprise simplifie le message sans le vider. Il n'est plus question d'un ultimatum onusien, mais de respect, de choix et de fatigue accumulée. Cette circulation explique pourquoi l'impact initial n'est pas conflictuel, mais fédérateur. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un orateur isolé que comme un point de fixation. Sa parole sert de surface de projection à des attentes anciennes, liées à la sécurité, à la mémoire des luttes passées et au sentiment d'être traité comme un acteur mineur. Le changement perceptible n'est pas visible dans les bilans économiques immédiats, mais dans les regards et les conversations, où l'on observe une fierté prudente encore fragile. Et c'est là que tout devient décisif. Quand une parole publique est reconnue par ceux qui la reçoivent, elle cesse d'être un événement médiatique pour devenir une référence sociale. À partir de là, les réactions institutionnelles ne répondent chez plus seulement à un homme, mais à une dynamique collective déjà enclenchée. Tout commence par un geste administratif apparemment banal. Une lettre scellée, datée d'un lundi d'octobre, fixe un délai de 14 jours pour se conformer à des exigences formulées en termes techniques. Un compte à rebours officiel est lancé, pensé pour rester discret, presque routinier. Mais dès la réception du document, Ibrahim Traoré rompt avec l'usage attendu. Il lit le texte, le relit, puis ordonne sa publication intégrale. Ce choix marque le premier basculement, car il retire à l'ultimatum sa zone d'ombre. Le même soir, la télévision nationale diffuse un message bref et ferme, aucune menace, aucune invective, seulement une ligne claire. Le pays ne pliera pas. En quelques minutes, le rapport de force symbolique se déplace. L'ultimatum, conçu pour isoler un dirigeant, devient un objet de mobilisation collective. Les heures suivantes, la capitale bruisse de rumeurs contradictoires. Sanctions possibles, gel d'avoirs, rupture diplomatique. Pourtant, aucune panique visible ne s'installe. 2 jours plus tard, les répliques se manifestent dans l'espace public. Des milliers de personnes convergent vers la place de la Nation sans mot d'ordre centralisé. Les drapeaux du Burkina Faso côtoient ceux du Mali et du Niger, signalant une solidarité régionale spontanée. Les images circulent rapidement, surprenant des observateurs habitués à associer ce type de situation à des scènes de chaos. Ici, la foule est dense mais calme, déterminée plutôt qu'exaltée. Sur le plan diplomatique, la séquence s'accélère. Ambassade en effervescence, communiqué prudent, réunions discrètes à Paris, Bruxelles et New York. Chacun tente de comprendre la nouvelle équation. Comment répondre à un dirigeant qui ne cherche ni l'escalade ni le compromis immédiat, mais la cohérence entre parole et acte. Dans ce contexte, les mots d'Ibrahim Traoré circulent comme un manifeste cité sans filtre, analysé ligne par ligne. À mi-parcours du délai, le climat change encore. Des délégations africaines non invitées se présentent à la présidence. Anciens responsables politiques, chefs religieux, étudiants. Leur présence n'a aucune valeur juridique, mais elle renforce la dimension morale de l'épisode. Le message implicite est clair, la décision ne relève plus d'un homme seul. Les 12 dernières heures du compte à rebours se déroulent dans un calme presque solennel. Lorsque le délai expire, rien ne s'effondre. Pas de frappe immédiate, pas de sanction spectaculaire, seulement un silence dense, chargé de sens. Ce qui devait contraindre à souder. La ligne des événements révèle alors sa logique interne. L'activation bureaucratique, puis le pic médiatique, enfin les répliques sociales et politiques. À ce stade, le Burkina Faso n'a pas changé de place sur les cartes, mais le centre d'attention, lui, s'est déplacé. Avant cette séquence politique, le Burkina Faso présentait un profil économique fragile mais lisible. Selon les données évoquées dans le récit source, la croissance était à peine supérieure à 2,8%, un niveau modeste
typique d'un pays dépendant largement des aides extérieures et exposé aux chocs sécuritaires. Cette valeur sert de ligne de base. Elle ne raconte pas un effondrement, mais une stagnation prolongée où l'effort interne peine à compenser la dépendance structurelle. Moins d'un an après, malgré le retrait de certaines aides occidentales et un contexte de sanctions évoqué, la croissance atteint 4,1%. L'écart peut sembler limité sur le papier, mais le delta est politiquement significatif. Il indique que l'économie ne s'est pas contractée sous la pression, contrairement aux prévisions pessimistes formulées par plusieurs acteurs internationaux. En 10 à 12 mois, la trajectoire ne s'inverse pas brutalement, mais elle se redresse, suggérant une capacité d'adaptation interne plutôt qu'une simple inertie. Un deuxième indicateur éclaire cette transition. Avant la rupture symbolique, le pays dépendait à environ 70% des bailleurs extérieurs pour financer ses besoins essentiels. Ce chiffre ne mesure pas seulement un flux financier, mais un rapport de force implicite. Celui qui finance impose le tempo et les conditions. La réduction, même partielle, de cette dépendance n'est pas chiffrée précisément dans la source, mais le récit insiste sur un changement de logique. Le vide laissé par certains partenaires est comblé en partie par des investissements régionaux et par une mobilisation accrue des ressources locales. Le troisième ensemble de données concerne l'énergie. La part d'électricité produite localement passe de 18% à 31% en une dizaine de mois. Là encore, le delta n'a rien de spectaculaire à l'échelle mondiale. Pourtant, il marque une rupture symbolique forte. Produire localement signifie réduire la vulnérabilité aux pressions extérieures et aux ruptures d'approvisionnement. Chaque point gagné représente moins de dépendance et plus de marge de décision, même limitée. Ces chiffres ne prétendent pas démontrer un miracle économique. Ils dessinent une tendance. Pris isolément, chacun reste modeste. Pris ensemble, ils racontent autre chose, un déplacement du centre de gravité de la prévision de l'effondrement vers la réalité d'une réorganisation. Ibrahim Traoré utilise ces données non comme des trophées, mais comme des preuves de cohérence entre discours et actes. La souveraineté n'est plus seulement invoquée, elle commence à être mesurée. Il faut toutefois souligner les limites. La croissance reste vulnérable, l'autonomie énergétique partielle et la dépendance n'a pas disparu. Mais le cadre a changé. Les chiffres cessent d'être uniquement des indicateurs technocratiques. Ils deviennent des arguments politiques intégrés à un récit où chaque progrès compte double, une amélioration matérielle et un gain de dignité perçu. La question centrale n'est donc pas de savoir si ces données impressionnent, mais si elles suffisent à soutenir le pari engagé. Un delta positif peut-il tenir face à des contraintes durables, ou n'est-il qu'une respiration temporaire dans un rapport de force plus large? L'argument critique le plus solide tient en peu de mots. Refuser l'ordre international expose le Burkina Faso à l'isolement. Selon cette lecture, rompre avec des partenaires établis signifie perdre des financements, des importations vitales et une couverture diplomatique minimale. Les détracteurs soulignent que la fierté ne remplit pas les silos, que la souveraineté ne remplace ni les vaccins ni le carburant, et qu'un État enclavé reste structurellement dépendant de ses échanges extérieurs. À court terme, disent-ils, le coût matériel d'une posture ferme dépasse ses bénéfices symboliques. Un second argument complète le premier. Même si l'intention est légitime, la méthode serait risquée. Le système international fonctionne par réseau et compromis. S'en extraire partiellement, même au nom de la dignité, revient à se priver d'outils d'influence. Les critiques rappellent que le Burkina Faso a signé de nombreux accords de coopération au cours de la dernière décennie et que leur échec sécuritaire ne signifie pas que toute coopération soit vaine. À leurs yeux, la rupture narrative pourrait compliquer un retour à la table des négociations sur des bases favorables.
Ces arguments sont rationnels et ne peuvent être écartés par l'émotion seule. La réponse apportée par Ibrahim Traoré repose pourtant sur un renversement logique précis. L'isolement, selon lui, ne naît pas du refus, mais du chantage. Lorsque la relation est asymétrique, le dialogue n'est qu'une injonction polie. Dans ce cadre, accepter sans discuter revient à prolonger une dépendance qui n'a pas produit les résultats promis, notamment en matière de sécurité territoriale. Le contrepoint central est factuel. Malgré 27 accords de coopération signés en 10 ans, la situation sécuritaire ne s'est pas stabilisée durablement. Face à ce constat, continuer à attendre un résultat différent relève moins de la prudence que de l'inertie. Dire non n'est donc pas une fermeture, mais une tentative de redéfinir les termes de l'échange. Il ne s'agit pas de rompre avec le monde, mais de reconstruire des ponts sur une base d'égalité minimale. Ce débat révèle une ligne de fracture essentielle. La véritable prudence consiste-t-elle à limiter les risques immédiats ou à refuser de répéter un modèle qui a montré ses limites? À ce stade, le pari n'est ni héroïque ni suicidaire. Il est conditionnel. Sa validité dépendra de la capacité à transformer un geste politique en résultat concret, mesurable et durable. Au 8e jour du compte à rebours, Ibrahim Traoré disparaît soudainement des écrans pendant 2 jours entiers. Aucun communiqué, aucune image officielle, aucune explication. Cette absence alimente les interprétations contradictoires. Certains évoquent une panique, d'autres une négociation en coulisses, d'autres encore une pression devenue insoutenable. En réalité, ce vide médiatique agit comme un amplificateur. Plus le silence dure, plus l'attention se concentre sur son retour. La réapparition prend la forme d'une vidéo courte, enregistrée dans une base militaire du nord du pays. Le décor est sobre, presque austère. Pas de mise en scène, pas de drapeau, seulement une voix posée qui recentre le débat. Le message est clair. La sanction visée ne toucherait pas un homme, mais le courage collectif. Par cette séquence, Ibrahim Traoré opère un déplacement stratégique. Il cesse d'être le point unique de pression et se présente comme le relais d'une volonté plus large. Ce moment marque un tournant narratif. Le leadership se transforme en symbole et la pression extérieure perd une partie de son efficacité directe. Là où l'on attendait une fragilisation, on observe une consolidation du soutien intérieur et régional. Le silence, loin d'affaiblir la position, redéfinit le rythme du rapport de force et prépare les conséquences visibles qui suivront. Les premières conséquences se lisent au niveau des États. Après la déclaration d'Ibrahim Traoré, plusieurs pays africains, dont le Mali et le Niger, expriment publiquement leur soutien. Ce positionnement ne crée pas un bloc formel, mais il modifie le rapport de force symbolique. En parallèle, certaines chancelleries européennes suspendent ou réévaluent des programmes de coopération. Aucun acteur ne rompt totalement le dialogue, signe que la relation se tend sans se rompre. Le Burkina Faso cesse d'apparaître uniquement comme bénéficiaire d'aide et s'affirme comme acteur de décision, même sous contrainte. La deuxième conséquence touche la jeunesse. Dans les universités et les lycées, le discours devient un objet d'analyse et de débat. Des collectifs étudiants se forment autour des thèmes de souveraineté et de responsabilité politique. Les mots circulent sur les réseaux sociaux, souvent simplifiés, parfois détournés, mais rarement ignorés. Cette appropriation n'est pas qu'idéologique. Elle traduit une réintériorisation du politique, perçu non plus comme un domaine lointain, mais comme un espace où la parole nationale peut compter. La diaspora constitue un troisième cercle d'impact. À Paris, Montréal ou Bruxelles, des associations burkinabées se fédèrent pour soutenir des projets éducatifs et agricoles. Selon le récit source, un fonds solidaire collecte environ 1,2 million d'euros en un mois.
Le montant reste modeste à l'échelle macroéconomique, mais son sens est fort. Les transferts financiers ne symbolisent plus seulement la dépendance, mais une volonté de participation directe au redressement national, sans intermédiaire institutionnel. Enfin, l'échelon régional révèle un effet domino plus discret. Au Sahel, des discussions émergent autour de coopérations militaires et énergétiques communes. Trois projets de centrales solaires régionales sont évoqués, traduisant une tentative de mutualisation plutôt qu'un repli. Là où certains observateurs parlent de souverainisme, les acteurs locaux décrivent un réalignement stratégique. Réduire la tutelle sans rompre avec le monde. Ces quatre niveaux montrent que la décision initiale produit des effets différenciés mais convergents. Aucun miracle immédiat, aucune transformation radicale. Toutefois, une logique s'installe. La dignité cesse d'être un slogan abstrait et devient un levier mesurable, politique et social. À ce stade, Ibrahim Traoré incarne moins une rupture brutale qu'un catalyseur. Les conséquences ne sont pas spectaculaires, mais elles s'additionnent, dessinant une trajectoire nouvelle dont la solidité reste à éprouver dans le temps. Trois trajectoires peuvent que se dessiner sans certitude, mais avec une logique interne. La première, la plus probable, serait celle d'une stabilisation lente. Le Burkina Faso poursuivrait un isolement relatif sans rupture totale. Les sanctions resteraient surtout symboliques, les échanges diplomatiques se maintiendraient à bas bruit et les alliances régionales avec le Mali et le Niger se consolideraient progressivement. L'économie subirait des tensions sur les importations, mais la production locale et les circuits communautaires amortiraient les chocs. Cette trajectoire n'offre ni succès éclatant ni effondrement. Elle prolonge une résistance pragmatique où la cohérence prime sur la vitesse. La seconde trajectoire, plus optimiste, reposerait sur une contagion maîtrisée. Si les dynamiques observées se confirment, l'initiative de Ouagadougou pourrait inspirer d'autres capitales africaines. Des demandes concrètes de révision d'accords militaires et économiques émergeraient portées par des opinions publiques plus attentives. Sous cette pression, des institutions continentales seraient été contraintes d'ouvrir un débat structuré sur la souveraineté et les partenariats équilibrés. Dans ce cadre, le Burkina Faso deviendrait un laboratoire politique observé de près, non pour ses performances économiques brutes, mais pour sa capacité à articuler discours, actes et résultats intermédiaires. La troisième trajectoire, plus sombre, mettrait en avant le mur du réel. Si les alliances régionales ne parviennent pas à fournir une base économique suffisante, des pénuries pourraient apparaître. Les tensions internes, alimentées par la fatigue sociale et des campagnes de désinformation, fragiliseraient l'unité initiale. Ce contexte offrirait alors un prétexte à des interventions extérieures présentées comme stabilisatrices. Le récit de la dignité risquerait de se retourner en avertissement, utilisé pour souligner les coûts d'une rupture mal soutenue matériellement. Ces trajectoires ne s'excluent pas totalement. Elles coexistent comme des lignes de force en concurrence. Le facteur déterminant n'est pas la rhétorique, mais la cohérence dans le temps. Si les choix portés par Ibrahim Traoré s'accompagnent de résultats tangibles, même modestes, la trajectoire gagnera en crédibilité. À l'inverse, un écart prolongé entre paroles et effets concrets affaiblirait le socle de soutien. L'idée centrale n'est donc pas de prédire, mais de suivre un indicateur simple, l'alignement. Dans les 6 à 12 mois, ce sera moins l'ampleur des chiffres que leur constance qui dira si la souveraineté revendiquée devient une méthode durable ou reste un moment singulier. À ce stade, la séquence cesse d'être uniquement géopolitique. Elle descend au niveau du quotidien, là où les décisions abstraites deviennent des choix concrets. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou,
Les coupures d'électricité transforment les soirées en moments de discussion. Autour d'une lampe, on commente les discours comme on commenterait un match important. La politique n'est plus distante. Elle devient une conversation partagée, parfois critique, parfois pleine d'espoir, mais désormais assumée. Chez beaucoup de jeunes urbains, l'impact se vit d'abord comme un choc symbolique. Beaucoup expriment l'idée nouvelle de rester plutôt que de partir. Ce n'est pas encore une amélioration matérielle nette, mais un déplacement d'imaginaire. L'avenir n'est plus automatiquement projeté ailleurs. Cette inflexion, fragile, repose sur la crédibilité du discours et sur la perception qu'un effort collectif pourrait produire des résultats visibles à moyen terme. Pour les familles rurales, l'effet est plus pragmatique. Les programmes agricoles communautaires évoqués dans la période récente sont perçus comme une opportunité limitée mais tangible. Semer, partager des semences, produire sans dette immédiate devient un acte à la fois économique et politique. Le risque demeure, mais il est assumé comme un choix plutôt que subi comme une contrainte imposée. Il y a aussi un troisième groupe, souvent plus discret, les enseignants et les cadres intermédiaires. Dans les écoles et les universités, les discours récents servent de support d'analyse linguistique et civique. On décortique les mots, les répétitions, les silences. Cette pratique révèle une attente nouvelle, celle de voir la parole publique devenir méthode, pas seulement déclaration. Dans cet ensemble, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un décideur. Il devient un repère temporaire autour duquel se cristallisent des exigences. L'adhésion n'est pas aveugle, elle est conditionnelle. Les citoyens attendent désormais des preuves continues, modestes mais régulières, que le courage invoqué se traduit en organisation, en résultats et en perspectives durables. La feuille de route mise en avant repose sur une idée directrice: reconstruire sans rompre et mesurer chaque étape. D'abord, l'attention se porte sur la production locale. Des programmes d'agriculture coopérative sont lancés avec un objectif clair: couvrir une part croissante de la demande alimentaire par des circuits internes. Les régions définissent leur culture prioritaire, les communes rendent compte des résultats, et l'échelle reste volontairement maîtrisée pour éviter l'endettement rapide. Ensuite, la formation devient un autre pilier. Les universités publiques intègrent progressivement des modules consacrés à la souveraineté et à la gouvernance régionale, élaborés avec des partenaires sahéliens. L'enjeu n'est pas idéologique, mais opérationnel: former des cadres capables de gérer des politiques publiques dans un contexte de ressources contraintes. Cette étape vise le moyen terme et conditionne la solidité des choix actuels. Puis vient la question de la sécurité. La coordination régionale est renforcée avec des pays voisins sans rompre totalement les échanges de renseignements existants. L'objectif affiché est de réduire la dépendance tout en maintenant un minimum de coopération fonctionnelle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré insiste sur une approche graduelle évitant les ruptures brutales difficiles à absorber. Après cela, la valorisation des ressources s'impose. Les activités minières artisanales passent sous licence nationale avec une redistribution partielle des recettes vers les communes. Cette mesure cherche à transformer une richesse souvent opaque en levier local mesurable. Et pour finir, un indicateur inédit est introduit afin de suivre l'autonomie économique et politique et d'orienter les décisions publiques. Cette feuille de route ne promet pas une transformation rapide, elle fixe une méthode. Chaque étape répond à une question simple: qui fait quoi, quand et comment mesurer l'effet réel? À ce stade, la crédibilité du projet repose moins sur l'ambition affichée que sur la capacité à maintenir cette discipline dans le temps. Sur la place de la nation, là où les rassemblements ont donné une forme visible au refus, la poussière rouge se soulève encore sous la chaleur. Les murs portent des affiches fanées,
et une phrase simple, répétée à la craie comme un écho persistant. C'est ici que la parole initiale a quitté le cadre institutionnel pour entrer dans la mémoire collective. Ce lieu devient un rappel concret. Les décisions politiques ne vivent que si elles sont reprises, discutées et parfois contestées par ceux qu'elles concernent. Un vieil homme, témoin des époques précédentes, résume la scène d'un sourire discret. L'histoire, dit-il, ne se répète pas toujours, mais elle se réveille. Cette image sert de pont entre les générations. Elle relie les luttes passées à une attente présente sans promettre de victoire automatique. Le pays n'est pas devenu invulnérable. Il a simplement cessé de baisser la tête. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un symbole figé que comme un déclencheur. Son nom circule non pour clore un débat, mais pour l'ouvrir. La phrase qui demeure n'est pas un slogan de triomphe, mais une ligne de conduite implicite. La clarté peut devenir une forme de gouvernement. Ce rappel émotionnel ne ferme pas le récit, il le stabilise. Il invite à regarder la trajectoire en cours sans exaltation ni cynisme, en gardant à l'esprit que se relever ne signifie pas tout gagner, mais refuser durablement l'effacement. À la fin de cette séquence, il ne reste ni certitude absolue, ni verdict définitif. Ce qui demeure, c'est une question ouverte, adressée bien au-delà des cercles diplomatiques. Quand un État choisit de parler clair, sans détour, comment cette clarté se transforme-t-elle en projet partagé plutôt qu'en posture isolée? Le cas du Burkina Faso ne fournit pas de modèle prêt à l'emploi, mais il offre un miroir utile pour penser le rapport entre dignité, contrainte et responsabilité. Ce moment invite chacun à déplacer le regard. Les institutions y verront un test de résilience. Les citoyens, ici et ailleurs, y reconnaîtront peut-être une interrogation plus intime. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter des compromis qui nous dépossèdent de notre voix? La trajectoire associée à Ibrahim Traoré n'impose pas une réponse unique. Elle propose un cadre de discussion où l'accord et le désaccord peuvent coexister sans se réduire à des slogans. L'enjeu, désormais, est de transformer l'attention en exigence constructive. Suivre les actes, questionner les résultats, refuser l'aveuglement comme le rejet automatique. Si ce récit a un sens durable, il tient dans cette invitation simple. Observer, débattre et décider sans déléguer entièrement sa conscience politique.